Bonjour et bienvenue à ce séminaire. Je m'appelle Fred Guénaud. Je, je m'appelle Fred Guénaud et je suis responsable du KJ. Nous sommes dans l'analyse géopolitique internationale. Le retour de l'extrême droite en Italie, c'est le thème de notre webinaire aujourd'hui. Webinaire qui sera animé par Gregorio Bianchini, que je vais présenter tout à l'heure. Je suis en compagnie donc, de Julien Méguillon et des étudiants de la filière sciences politiques, précisément du master de sciences politiques. Je vais vous préciser un peu les règles du jeu avant de revenir sur l'intervenant et les participants de cette réunion. Euh, Gregorio Bianchini, qui est docteur en sciences politiques de l'Université des Antilles, va intervenir pendant, je pense, une vingtaine, une trentaine de minutes, Gregorio. C'est comme vous le Et souhaitez. voilà, une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura un échange avec les étudiants. Je demanderai tout à l'heure à Diana Laura Delbé, qui est la référente master, étudiante master du master de sciences politiques, de nous dire quels étudiants poseront des questions. Et après donc l'intervention de Gregorio, il y aura un échange avec les étudiants dans un premier temps. Et s'il y a des questions, Julien Méguillon, membre également du KJ et président du COECA, qui est avec nous, nous dira si, pour le Facebook du COECA, s'il y a des questions qui sont posées à Gregorio Bianchini. Donc, je vais passer la parole d'abord à peut-être Diana Laura, si elle est là, pour nous préciser quels étudiants de classe. Alors, j'ai juste les étudiants qui poseront des questions pour annoncer déjà ces étudiants. Et bon, s'ils veulent bien poser des questions directement, ils le feront après. Donc, allez-y, Diana Laura. Oui, alors, on va tous on a des questions, on va des questions sur le fait de Laura et de dénoncer moi-même. Très bien. Alors, il y a aussi des étudiants du Master 2 qui sont présents. S'ils ont des questions, ils pourront les poser, bien sûr. Très bien. Alors, Gregorio, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt, je suis là pour vous. Alors, Alors, oui. est-ce que tu as un PowerPoint ou c'est une intervention sans PowerPoint? Alors, j'ai plutôt des images que j'ai tirées de la presse locale italienne. Donc, je vais pouvoir, si on a le temps, vous visionner ces documents, ces extraits de presse pour vous les commenter un tout petit peu, juste commenter les images. Le choix a été fait comme ça. Donc, je souhaitais ne pas mettre de PowerPoint car c'est pas trop mon format. Donc, je vous demande de me prêter attention. Et, et voilà, mais après, j'aurai des images pour vous, mais à la fin de mon intervention, si vous voulez bien. Très bien. Donc, voilà, je vois que votre salle est en pause, je ne vous vois plus. C'est grave? Bon. Euh, On va commencer. On va commencer. Juste, je ne vous vois plus. Je ne vois plus votre salle. C'est possible de rallumer la caméra? Je vais bien. Euh, c'est pas possible? Oui, oui, on essaie de régler le Ah, oui, problème. oui. Très bien, très bien. Bon, entre-temps, je ne souhaite pas vous faire perdre du temps, donc je vais tout de suite rentrer dans le sujet. Euh, OK. alors, j'ai été sollicité pour faire cette intervention, comme vous le savez, car c'est assez éclatant, on en parle un peu partout dans la presse internationale. L'extrême droite revient en Italie avec un score de tout respect au sein des dernières élections qui ont eu, les élections nationales italiennes ont eu lieu le 25 septembre 2022. Et à cette occasion, le parti de Giorgia Meloni, le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, obtient presque le 26% des voix, ce qui est énorme. En fait, voilà, ceci a été finalement la raison par laquelle j'ai été invité à animer ce webinaire et à commenter un peu la situation politique italienne. Ceci en introduction.
Le discours devient très complexe lorsqu'on regarde le cas italien et on essaie de décrypter la situation actuelle. Dans un premier temps, on va essayer de regarder justement les résultats électoraux, essayer de faire un petit commentaire aussi de la campagne électorale italienne et pour essayer éventuellement de faire un bilan de la droite actuelle italienne. Mais pour préparer cette petite intervention qui dure seulement 20 minutes, j'ai fait un grand travail de relecture historique de mon pays. Et c'est pour ça que je vais vous proposer de parler rapidement de certaines problématiques héritières du passé italien qu'on voit aujourd'hui et qui permettent aussi d'expliquer en partie pourquoi ce retour à l'extrême droite. Donc, allons tout d'abord aux résultats des élections. Il faut savoir qu'en Italie, pour réussir à gagner des élections depuis fort longtemps et depuis, disons, les années 90, vous m'entendez? Oui, en Okay. temps. Donc, depuis les années 90, en fait, l'Italie connaît un nouveau processus électoral. Avant l'Italie de l'après-guerre, disons de 48 jusqu'à 1991, est caractérisée par la domination de la démocratie chrétienne, auquel parfois s'alternent des gouvernements socialistes et parfois la démocratie chrétienne pour gouverner a besoin du soutien du Parti communiste italien et du Parti socialiste. Mais les choses changent dans les années 90. Désormais, depuis ce moment-là, pour pouvoir gouverner, ce qu'il faut, c'est créer des coalitions. On a déjà l'année 1994, une coalition de droite qui arrive à gagner les élections. C'est la coalition menée par Silvio Berlusconi, il Popolo delle Libertà, ça s'appelait. Et à ce moment, Forza Italia, le parti de Berlusconi, ressemblait aussi les tendances les plus extrêmes de la droite, c'est-à-dire Alleanza Nazionale et la Lega Nord, qui étaient finalement les versions les plus extrêmes. Alleanza Nazionale, l'héritier un peu de l'héritage fasciste, né du mouvement social italien, et de l'autre côté, la Lega Nord, qui défendait finalement le nord de l'Italie en tant que possible entité politique. Donc, ce qu'on vit à l'heure actuelle, ce n'est pas la première. Disons que l'extrême droite est déjà représentée et a été déjà représentée au sein du gouvernement italien. Ce qui change un peu à l'heure actuelle, c'est que le parti de cette coalition de droite qui a gagné les élections du 25 septembre 2022 est un parti extrême. Donc, le parti de la droite extrême est le leader de la coalition de droite, de centre-droite. Quand même, la coalition se revendique de centre-droite et pas des extrêmes. Donc, Fratelli d'Italia obtient le 25,99% de voix. La Lega, c'est-à-dire l'ancienne Ligue du Nord, qui après est devenue un parti à vocation nationale et pas seulement pour le nord de l'Italie, obtient presque le 9% des voix, le 8,77% de voix. Ensuite, il y a Forza Italia, l'ancien parti de Silvio Berlusconi, le parti de Silvio Berlusconi, un homme politique qui a été très, très important pour la politique italienne. Et si vous le souhaitez, on peut ouvrir une parenthèse sur lui, qui a totalisé le 8% des voix. Il y avait aussi une tranche de cette coalition qui s'appelait les modérés, i moderati. Eux, ils ont obtenu presque le 1% des voix. Donc, cette coalition de centre-droite a gagné. Mais attention, lorsque une coalition arrive au pouvoir en Italie pour former un gouvernement, cette coalition, il n'y a pas de secret, doit essayer de travailler ensemble. Si cette coalition a des failles et n'arrive pas à se mettre d'accord, le gouvernement tombe. Comme ça a été le cas, par exemple, lors de la première coalition de droite, finalement, de l'Italie après la fin du fascisme. Donc, depuis 1948, je vous disais, la première coalition vraiment de droite revendiquée en tant que telle, même si la démocratie chrétienne était plutôt à droite dans sa tendance, mais une droite différente aussi, avec des questions aussi, disons, qui prenaient en compte l'immigration, qui prenaient en compte aussi une composante de populisme. Là, c'est, je vous disais tout à l'heure,
1994. Et à ce moment-là, déjà, cette coalition s'est démontrée très fragile, car la Ligue du Nord, qu'à l'époque était dirigée par Umberto Bossi, est arrivée à voter un vote de méfiance vis-à-vis de son propre gouvernement, faisant tomber finalement le gouvernement Berlusconi, qu'à l'époque était aussi sous les réflecteurs des scandales et des corruptions qu'il y avait eu dans ces années-là. Bon, je ne cite pas ici l'enquête qui a chamboulé le monde politique italien qui s'appelait Mani Pulite, car ça devient un discours trop complexe. Mais revenons à ce qui s'est passé lors de la dernière élection italienne. Qu'est-ce qui s'est passé? La droite, donc, a remporté la majorité des sièges, car la loi électorale qui est en vigueur en Italie, elle est en vigueur, je pense, celle-ci depuis 2015, je pense, car il y avait celle d'avant qui était celle de 2005, la loi Porcellum, qui avait été changée. Mais en fait, ce qui compte remarquer, c'est que cette loi électorale donne une prime au parti, à la coalition finalement de partis qui a réussi à obtenir la majorité de voix. Donc, il y a une partie du vote qui est calculé de façon proportionnelle au nombre de voix, mais il y a aussi une composante majoritaire dans l'attribution des sièges au Parlement et au Sénat. Donc, au total, on va voir que la droite va obtenir énormément de sièges, en fait, va obtenir 235 sièges dans la Camera dei Deputati, ce qui est énorme. La gauche va obtenir 80 sièges. Le Partito Democratico, qui est dirigé par, dont le secrétaire est Enrico Letta, qui est un professeur qui travaille en tant que maître de conférence ou professeur d'université, je ne sais pas exactement, à Sciences Po Paris, a obtenu le 19% des voix. Donc, c'est le chef de file de cette coalition de gauche. Mais cette coalition de gauche, finalement, ressort assez faible en dépit de ce 19%. Pourquoi? Car il y a énormément de divisions, énormément de fractures au sein de la gauche italienne. La gauche italienne, un peu comme celle française, peut-être n'a pas eu des résultats aussi décevants que la gauche française aux dernières présidentielles, mais tout de même, c'est un parti qui était très influent, qui composait véritablement un pôle très important de la vie politique italienne. Et désormais, ce pôle est concurrencé à la fois par le mouvement 5 étoiles, qui obtient 51 sièges au Parlement, en totalisant le 15,43% des voix aux élections. Le parti 5 étoiles qui désormais est perçu par les Italiens comme une alternative à gauche, finalement, au parti démocratique. Une alternative à gauche d'autant plus forte qu'elle représente en fait le petit peuple, le peuple en quête d'emploi, le peuple qui a le moins de certitude. Donc, le 5 étoiles n'est comme un mouvement apolitique, est désormais encadré comme un parti vraiment très à gauche et qui traite de thématiques sociales fortes. Et de l'autre côté, je vous disais, ce parti démocratique est concurrencé par le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est un pays qui a été créé par l'ancien Premier ministre Matteo Renzi, avec une autre personnalité importante de la politique italienne qui s'appelle Calenda, et ils essaient finalement de concurrencer eux aussi cette gauche. Alors, selon les plus grands experts et politologues italiens, d'après eux, il y a une certitude. Ce n'est pas que l'Italie a eu une virée fondamentale et très forte dans sa façon de penser la société, dans le sens, ce n'est pas que la droite a gagné donc une idéologie de l'intolérance, une idéologie finalement de l'exclusion ou de la remise en question de la famille ou des droits LGBT est mis en place, mais plutôt c'est un vote qui témoigne de la continuité du désir italien d'aller vers les antisystèmes, d'aller vers
les partis finalement qui proposent une alternative crédible et sérieuse finalement à ce qu'on appelle en italien, en empruntant un mot anglais, l'establishment. Donc, l'idée, c'est de voter des partis qui proposent une nouvelle ligne politique, qui proposent une nouvelle façon de concevoir la société. Donc, cette fois-ci, en septembre 2022, on a vu que la tendance a été plutôt à droite. Mais si on regarde les élections de 2018, qui avaient vu en tant que grand gagneur le mouvement 5 étoiles, qui avait totalisé environ le 35% des voix, et la Ligue du Nord, qui avait eu aussi une partie très importante des voix, on peut essayer de valider cette hypothèse. Je voudrais partager l'écran juste pour vous montrer un petit cas d'étude en fait, sur la région de la Vénétie, la région où moi j'ai ma résidence en Italie. Je me permets de faire ça. Je peux partager l'écran, c'est possible? Oui, oui. Il me semble que c'est possible, oui. Julien, tu lui as laissé la possibilité? Oui, c'est possible. Possible. Juste, je vous montre ici, regardez ce petit tableau. En fait, il s'agit des dernières élections dans la région de la Vénétie. D'accord? Ce n'est pas au niveau national, mais juste pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Regardez, ici, c'est les élections 2022. Ici, ce sont les élections 2018. Ici, les élections en 2013. Regardez, Fratelli d'Italia. C'est ce parti dont la chef est Giorgia Meloni, ce parti qui se veut vraiment un parti, voilà, un peu l'héritage du fascisme, mais un parti aussi finalement très conservateur, qui a une vision de la famille très traditionnelle, en ligne avec celle proposée par l'Église catholique, qui vise aussi un État plus fort et plus conservateur. Donc, Fratelli d'Italia totalise en 2013 à peine 1,5% des voix en Vénétie, ce qui est vraiment peu. 4,2% en 2018, donc un parti très minoritaire. Et tout à coup, en 2022, 32,8% des voix en Vénétie. Donc, c'est énorme le changement. Aussi, la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, regardez le changement pour la Ligue. La Ligue a perdu énormément de voix, finalement, dans une région qui était le foyer de son électorat. En 2018, elle totalisait 32,2% des voix. Maintenant, moins de la moitié. Elle est en dessous de 15%. Donc, pour la Ligue, c'est un affaiblissement considérable. Un affaiblissement aussi qui a été le cas pour Forza Italia. Forza Italia a été très forte en Vénétie depuis, j'ai envie de dire, depuis les années 2000, depuis que Silvio Berlusconi était au pouvoir, ils avaient totalisé parfois le 35% de voix aux élections nationales. Et cette fois-ci, en Vénétie, on voit comment en 2013, on est encore à 18,7%. En 2018, on descend à 10% des voix et après, on est à 7%. Donc, s'il n'y avait pas la coalition, finalement, ces deux partis, la Ligue du Nord et Forza Italia, auraient été vraiment énormément minoritaires au sein de cette région. Et regardez le mouvement 5 étoiles. Je vous disais, un parti qui est devenu très, très important depuis sa création. Sa création, il est né comme un mouvement. Ce parti, il a été lancé pour la première fois comme un appel public par un comique italien qui s'appelle Beppe Grillo. Ceci en 2017 à Bologne, en 2007, pardonnez-moi, à Bologne. Et en fait, ce mouvement prend énormément de l'ampleur. Il prend de l'ampleur surtout suite au mécontentement des mesures drastiques qui avaient été prises par le gouvernement technique de Mario Monti. En fait, à la chute de Berlusconi, désolé, j'ouvre énormément de parenthèses, mais la politique italienne est très complexe. Et sans toutes ces parenthèses, c'est difficile de comprendre le cadre complet. Mais en fait, ce mouvement, le mouvement 5 étoiles, n'est finalement en réaction à la corruption, mais en réaction aussi à la personnalisation du pouvoir et finalement au laisse courir de la société italienne face aux excès de la politique berlusconienne, prend toute sa légitimité
lorsqu'en 2011 est imposé à l'Italie un gouvernement, si l'on veut, qui était prôné plus par l'Union européenne et le FMI que par le peuple italien, le gouvernement Monti. Un gouvernement qui a finalement redressé l'économie italienne, mais à un prix social très fort, avec l'augmentation des taxes, avec la fragilisation des foyers les plus faibles, avec la destruction des acquis finalement de l'après-guerre, des acquis sociaux de l'après-guerre. Donc, en 2012, déjà, on voit dans la campagne politique italienne des élections administratives, donc les régions et les communes, que le mouvement 5 étoiles devient très fort. Il arrive à gagner des places, des rocheforts finalement de la gauche italienne, et pas seulement, dans la ville de Turin, qui sont des villes très, très importantes aussi. Aussi, ils ont failli gagner la ville de Milan. Et en fait, ce mouvement 5 étoiles démontre qu'il est devenu fort, en fait, que c'est un parti qui est né en fait d'un mouvement qui a rattaché énormément de force de la société civile italienne, des personnes qui étaient finalement jeunes de politique, mais qui ont participé de façon très forte. Donc, en 2013, lors des élections, les grands gagnants, c'est le Parti démocratique, qui va réussir à avoir presque le 30% de voix. Mais le mouvement 5 étoiles, c'est la première fois qu'il se présente aux élections, il obtient le 25% de voix. En fait, ce mouvement, devenu parti entre-temps, va vraiment gagner les élections de 2018. Donc, je vous disais, si on regarde à nouveau l'exemple de la Vénétie, le mouvement 5 étoiles, en 2013, totalise le 26,3% des voix. En 2018, le 24%. Et cette fois-ci, en 2022, le 5% de voix. En fait, il a été énormément fragilisé et discrédité. La gauche reste relativement forte sur le 20% des voix. Mais c'est une gauche affaiblie, très divisée, qui ne paraît plus crédible et surtout, c'est une gauche qui ne semble pas réussir à relever les défis principaux des Italiens. Et après ce petit commentaire de l'élection, j'aimerais aborder encore deux points qui me semblent fondamentaux. D'un côté, c'est devenu désormais un classique, car on en parle beaucoup en France, de la dédiabolisation de la droite. La dédiabolisation de la droite, c'est une thématique qui est devenue très importante depuis que la droite a réussi à gagner son élection. En fait, ils essaient de montrer à tout prix qu'ils renient l'héritage fasciste, en particulier l'héritage de la déportation des Juifs. Et donc, il y a plein de déclarations qui se font. Par exemple, récemment, il y a une photo que j'aimerais vous montrer à ce sujet. Je regarde si cela fonctionne. Il y a eu en fait une déclaration très forte. Un instant. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui. En fait, regardez cette photo. Vous la voyez? Non, on voit encore le tableau. Vous voyez le tableau? Ah, oups, comment on fait? Un instant. Désolé. Je dois juste essayer de trouver les réglages. C'est compliqué. Un instant. Nouveau partage. Voilà, celui-là. Regardez cette photo. Avec cette photo, en fait, on peut voir que la droite qui se voulait extrémiste, qui était vraiment très joyeuse et se félicitait d'être l'héritage du fascisme. Ici, on voit la Russa qui a été une personnalité très importante du parti de droite Alleanza Nazionale et qui a toujours milité pour une position très, très à droite et très intolérante. Finalement, là, il est nommé président du Sénat et pour dédiaboliser justement la droite, il va féliciter et accueillir Liliana Segre, qui a été quelqu'un de très important, car en fait, elle a été
dans sa jeunesse, déportée dans des camps de concentration. Et après, elle est revenue, elle a mené une carrière politique très importante en militant pour, justement contre la droite italienne. Elle a rappelé aussi, cette dame, elle a rappelé en fait de ne pas oublier les événements du passé. Elle a rappelé le courage de Matteotti, qui a été le seul à essayer de se révolter lorsqu'en 1922, le fascisme prenait le pouvoir et qui a été pour cela assassiné en 1924. Et en fait, voilà, c'est une dédiabolisation qui est orchestrée, qui connaissait de mettre de l'avant. De l'autre côté, ici, c'est le Sénat. En fait, à chaque fois qu'il y a des élections, on va nommer plusieurs personnalités. On va nommer non seulement le Premier ministre, donc le président du Conseil, mais on va nommer aussi le président du Sénat et le président du Parlement, c'est-à-dire la Camera dei Deputati. Et la Camera dei Deputati a comme nouveau président quelqu'un qui s'appelle Fontana. Et ce monsieur, Fontana, est un léguiste, quelqu'un de la Ligue, et qui était connu dans son passé pour des affirmations de droite extrême, notamment en 2016. Il essayait de défendre ou de soutenir la cause d'un parti d'extrême droite grec qui était de façon explicite antisémite et qui voulait voilà, imposer à nouveau un régime nazi ou fasciste. Donc, l'idée, c'est que voilà, l'enjeu pour la droite, c'est de se maintenir au pouvoir dans un pays où il faut à tout prix garder des coalitions, garder un lien avec la confiance du Parlement pour pouvoir gouverner et pour ne pas perdre les acquis de cette élection. Donc, voilà, celle-ci est la première remarque que je souhaitais vous proposer. Mais il y en a une deuxième, donnez-moi juste un instant, c'est qu'il y a énormément de choses qu'il faut traiter, mais en particulier, il faut parler de la condition sociale et économique italienne de l'heure actuelle. Alors, il faut savoir que l'économie italienne, depuis la moitié des années 2000, est vraiment dans une crise terrible. Et en fait, les choses sont allées en s'empirant depuis 2008, depuis le 11 septembre. En fait, il y a eu énormément de problèmes, mais le résultat, je ne veux pas rentrer dans un débat qui ne va jamais me permettre de terminer dans une vingtaine de minutes, mais juste pour vous dire que la situation à l'heure actuelle en Italie est catastrophique. Imaginez-vous que le taux de chômage pour les jeunes, pour les gens entre 20 et 35 ans, est en Italie de l'ordre de 34,7%. Donc, j'ai regardé les statistiques en France pour la même année, c'était 2018, cette année-là que j'ai trouvé, et c'était de l'ordre de 22%. Donc, pour vous faire comprendre. En Italie, 34,7%, en France, 22%. Mais si on prend seulement la situation du sud de l'Italie, donc de Rome en descendant jusqu'en Sicile et en prenant en compte aussi la Sardaigne, on arrive à une personne sur deux qui ne travaille pas parmi les jeunes. D'accord? Mais ces statistiques deviennent encore plus fortes si on prend les autres catégories de la société, car le chômage est devenu un problème énorme. Imaginez-vous que ce chômage sans fin, cette impossibilité d'accéder à l'emploi, engendre des problématiques de société majeures. En 2017, il y a 115 000 Italiens qui sont recensés, seulement ceux qui sont recensés parmi la jeunesse italienne, donc toujours entre 20 et 30 ans, qui partent à l'étranger pour chercher du travail. Mais en fait, ces 115 000, c'est seulement les personnes qui ont trouvé effectivement du travail qui ont été déclarées. Donc, le phénomène est beaucoup plus large en réalité. Donc, il y a une véritable émigration de l'Italie vers les autres pays européens, en particulier l'Allemagne. Mais imaginez-vous, j'ai regardé l'autre soir un documentaire d'Arte, en fait, un documentaire fait par Arte Deutschland,
et qui recensait un peu certains cas des Italiens, mais d'exemples, je pourrais en citer à l'infini, tant j'ai vu d'amis partir à l'étranger et essayer de chercher un meilleur sort. Moi-même, je suis de cette génération, donc voilà, c'est une question que je connais bien. Mais en Italie, imaginez-vous, vous voulez travailler en tant qu'infirmier, par exemple. Vous voulez travailler en tant qu'infirmier et vous faites une formation de 3 ans à l'université. Ensuite, vous faites un stage d'1 an pour essayer d'avoir votre habilitation. Et lorsque vous avez votre habilitation, si vous voulez exercer en tant qu'infirmier dans les hôpitaux, eh bien, vous allez devoir passer un concours. Chaque hôpital, tous les ans ou peut-être tous les 2 ans, fait un concours. Il y a très peu de places, il y a énormément d'inscrits, disons, il y a sur 20 places, il doit y avoir au moins 10 000 inscrits ou plus. Et il faut passer 5 preuves, une plus difficile que l'autre, pour essayer justement d'obtenir un poste. Donc, c'est devenu très compliqué et c'est pour ça que beaucoup de jeunes Italiens qui ont des qualifications qui sont demandées dans d'autres pays européens font le choix de partir finalement le chaud au cœur, mais il n'y a pas trop de solutions. Et face à cette situation critique, le seuil de pauvreté devient une réalité pour beaucoup de personnes. La pauvreté en Italie augmente chaque année de façon impressionnante. Donc, la différence au sein de la société italienne se creuse de plus en plus. La crise du Covid, qui a impacté l'Italie de plein fouet, a notamment eu tout son impact dans ce... je ne sais pas si je fais une bêtise, mais voilà. Là, c'est peut-être mieux. Mais donc, la crise du Covid a empiré encore cette situation qui était déjà catastrophique. Et cette situation a légitimé finalement la demande de l'ancien gouvernement, c'était le gouvernement qui a géré la crise du Covid, qui était un gouvernement 5 étoiles, le gouvernement Conte, un professeur de droit italien assez renommé, qui a finalement joué finalement un rôle de lobbying très important à Bruxelles pour le cas de l'Italie, a réussi à obtenir une partie très importante du programme Next Generation EU, donc le programme La Nouvelle Génération pour l'Europe, qui est un programme dont l'enveloppe est énorme. Il s'agit de 750 milliards d'euros au total pour toute l'Europe sur la période 2021-2026 pour adresser justement cette transition qu'on souhaite en faire vers finalement la prise en compte des générations futures. Et l'Italie a réussi à négocier une partie très importante de cette enveloppe. Donc, il y a un plan qui s'appelle le Plan national de relance et de résilience pour l'Italie, ce qu'on appelle dans le jargon il PNR en italien. Et il s'agit de 222 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 26 milliards d'euros du fonds de cohésion. Donc, l'Italie, pour les prochaines années, a à sa disposition des subventions. La moitié, c'est des subventions. L'autre moitié, c'est des taux à intérêt préférentiel. Donc, elle a 250 millions d'euros à sa disposition, pardonnez-moi, pas millions, mais milliards, 250 milliards d'euros pour relancer son pays. Dans ce plan de relance, il y a presque 5 milliards d'euros, 5 milliards qui sont alloués à la problématique de l'emploi. Donc, on va essayer d'aider les catégories les plus fragiles de la société italienne, notamment les personnes affectées d'handicap, les gens qui sont au chômage depuis longtemps, les personnes qui ont moins de 30 ans, les gens qui ont plus de 55 ans. Mais dans cette situation, il faut dire encore quelque chose, c'est que la situation sociale et économique est critique. Mais regardons aussi les indices économiques. Alors, parlons de la dette publique italienne. La dette publique italienne est devenue un gouffre sans fin, sans fond. Regardez, si
en 2019, la dette italienne était de l'ordre de 134,6%, donc 135% du PIB en 2019. Aujourd'hui, les choses se compliquent. En 2021, on arrive à 160% du PIB. Aujourd'hui, on en est à 161%, ce qui signifie que l'Italie a une dette qu'on avait évaluée, que la Banque d'Italie, la Banque centrale d'Italie avait évaluée en juin 2022 de l'ordre de 2766 milliards. Donc, 2766 milliards de dettes. Avec l'inflation actuelle, avec la crise en Ukraine, j'ai envie de dire, je ne vois pas comment l'Italie va essayer d'être solvable face à cette dette. Donc, ceci dit, juste un petit commentaire et juste une petite observation sur la vie politique italienne. J'ai encore énormément de choses que je pourrais vous dire. Je peux vous parler, par exemple, de la crise des migrants. Je peux vous donner quelques exemples. Je peux vous parler de la période fasciste pour faire une comparaison avec la situation actuelle. C'est à vous de dire ce que vous souhaitez maintenant. J'avais promis 20 minutes, j'ai dépassé la... Ça serait bien, en effet, de faire un petit rappel sur la période fasciste pour voir s'il y a de la continuité ou des différences profondes avant de passer aux questions des étudiants. Ça serait bien, oui. Ok, très bien. Alors, juste encore une petite parenthèse, j'en ai vraiment maximum pour 15 minutes, mais c'est très important de comprendre que la guerre de 14-18 a laissé une Italie vraiment détruite, une Italie vraiment affaiblie, une Italie de la misère. Même si, en dépit de ça, l'Italie sortait parmi les vainqueurs qui signataires du traité de la fin de la guerre, mais l'Italie, en réalité, était dans la catastrophe sociale. Il y avait le début de ce qu'on allait appeler il biennio rosso, c'est-à-dire les 2 années rouges. Il y aura énormément de révoltes, il y aura énormément de grèves, il y aura des prolétaires qui vont s'approprier des terres en Italie au détriment des grands propriétaires terriens. Face à cette situation catastrophique, sociale où finalement tout sombre un peu dans une anarchie violente, qu'est-ce qui se passe? À Milan, le 21 mars 1919, finalement, un mouvement est fondé à Milan. Il s'appelle I Fascisti di Combattimento. Donc, c'est le début, en fait, du mouvement fasciste. Ce mouvement était un mouvement né un peu comme ça, de façon spontanée, de façon voilà, un peu abrupte. Ils n'avaient pas vraiment d'idéologie précise, si ce n'était pas l'idée qu'il fallait rediscipliner le pays, il fallait le remettre au travail, il fallait faire en sorte de créer un État fort et qui dirige. Mais finalement, Mussolini, qui venait, il venait pas d'une couche de la société élevée, il n'avait pas finalement un grand bagage intellectuel, en dépit d'avoir été le rédacteur de l'Avanti et d'autres journaux politiques, mais il était un homme de terrain, il n'était pas un intellectuel de premier plan. Et lui, il a tout de suite compris que pour faire marcher ce mouvement, il fallait canaliser l'argent des grands propriétaires terriens et des industries italiennes qui commençaient déjà à naître. Il y avait par exemple Fiat, déjà il y avait Olivetti, il y avait plein d'industries liées à la mécanique qui devenaient très fortes et qui commençaient déjà à avoir un certain poids. Et ces mouvements et aussi les syndicalistes, aussi la petite bourgeoisie, commencent à financer le fascisme. Il y a même le mouvement de futuristes, un mouvement de peintres, de sculpteurs qui va jusqu'à soutenir ce mouvement au début. Donc, dans ce contexte, les fascistes commencent un peu à travailler pour la remise en ordre de la situation. Ils vont commettre énormément de violences envers les révolutionnaires, ils vont
ils vont rétablir l'ordre avec la force. Et l'Italie rentre dans une période très sombre de peur, vraiment de peur. Et il y avait un homme politique, en fait, qui avait été très important déjà avant la guerre, il s'appelait Giolitti. Et Giolitti avait vraiment œuvré pour donner à l'Italie une sorte de stabilité politique, mais sans que ce soit particulièrement révolutionnaire du point de vue social. Mais Giolitti, qui était un géant politique de l'époque, laisse le pouvoir le 1er juillet 1921. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des élections en 1921 et c'est à ce moment-là que les fascistes vont essayer de rentrer au Parlement. Donc, de mouvement, ils vont essayer de se transformer en parti pour voir s'ils peuvent être représentés au sein du Parlement italien. Le contexte, je vous rappelle, est toujours celui de la violence. Il est toujours le contexte où tout est régi par les fascistes qui, entre-temps, se sont vraiment structurés grâce aussi à l'argent qui leur a été alloué par le monde économique italien. Et donc, ils se sont finalement constitués des escadrons stables qui déjà commandent partout à la périphérie. Et l'État, dans ce contexte, n'arrive pas à réagir. Il est faible face à tant d'organisations. Donc, cet État fort souhaité par l'économie libérale pour faire face à l'opposition ouvrière et prolétaire va se retourner aussi contre ces personnes. Car le 28 octobre 1922, donc le centenaire est arrivé il y a très peu de temps, le centenaire de la marche sur Rome. Donc, le 28 octobre 1922, il y a quoi? La fameuse marche sur Rome. Les plus hautes sphères de ce mouvement fasciste, donc des personnes qui s'appelaient De Bono, Italo Balbo, Michele Bianchi et De Vecchi organisent finalement une marche de 26 000 hommes qui d'ailleurs étaient très mal armés, la plupart avaient juste des matraques, et qui marchent vers la capitale. Et l'idée, c'est on va soutenir Mussolini et on va essayer de prendre le pouvoir, le Parlement en otage et finalement créer un gouvernement avec la force. Alors, la vérité, c'est qu'il y a eu une grande complicité aussi de l'ancien roi d'Italie et aussi de sa cour. Car en fait, il y avait une garnison de 28 000 soldats à Rome, très bien armés et très bien formés, qui auraient pu anéantir les fascistes avec grande facilité. Mais il y a un laisser-courir. Et donc, Rome est pris par les fascistes. Le premier ministre de l'époque, il s'appelait Facta. Il était le président du conseil. Il demande au roi de déclarer l'état de siège. Le roi ne le fait pas. En fait, il était soutenu par l'industrie, ce qu'on appelait Confindustria, c'est-à-dire l'agrégat des industriels. Il était soutenu par Confiagricoltura, c'est-à-dire la conférence des grands propriétaires terriens. Il était soutenu par le duc d'Ost, par la reine mère, finalement, de Vittorio Emanuele III. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Que Mussolini est nommé à la présidence du Conseil des ministres le 29 octobre 22. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande tout de suite au Parlement d'adopter une nouvelle loi électorale. Il dit, en fait, cette loi électorale proposait, en fait, que le parti qui gagnait le plus de 25% des voix obtenait d'office les 2/3 du Parlement. Donc, si étrange que ça puisse sembler, le Parlement se plie et accepte et finalement, le 6 avril 1924, il y a les élections qui finalement vont porter à la puissance ultime des fascistes. C'est à ce moment-là que les fascistes proposent une liste énorme qu'on appelle le listone, où il y avait des personnalités aussi non fascistes, il y avait toutes sortes de personnes, mais que tout le monde était finalement rattaché à ce mouvement en quelque sorte. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils gagnent les élections à plus de 40% ou même 60%, je n'arrive plus à trouver la donnée historique. Mais le 24 mai 1924, les fascistes arrivent au pouvoir, ils ont le 2/3 du Parlement et le jeu est pratiquement fait pour eux. Ils ont presque instauré cette dictature qui va finalement se perpétrer jusqu'aux années 40. Donc, à ce moment-là,
lors de la présentation de ce nouveau gouvernement ce gouvernement de Mussolini, le 24 mai 1924, il y a juste une personne qui essaie de se révolter contre la fin du Parlement, contre la fin du jeu parlementaire, et c'est Matteo. Mais Matteotti, le 10 juin, donc peu de temps après, est enlevé et tué. Et c'est à ce moment-là que la société essaie encore une fois de se révolter. Tout le monde n'arrive pas à comprendre l'assassin de Matteotti, ça semble le comble. Il y avait eu énormément d'exactions, énormément de violence, mais aller tuer un intellectuel de premier plan de la scène italienne, là c'était trop. Qu'est-ce qui se passe? Que face à ça, les fascistes décident de durcir encore le point. Et le 3 janvier 1925, il y a la contre-offensive fasciste. La presse, les partis adversaires, les syndicats, tout le monde est muselé. Et qu'est-ce qui se passe? Le 9 novembre 1926, l'opposition au Parlement qui s'était déjà retirée de facto est bannie officiellement par des lois. Et le novembre 26, Alfredo Rocco, un juriste qui était très proche de Mussolini, fait voter ce qu'on appelle, et qu'on connaît tristement en Italie, comme les lois fascistissime. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment mis en place la dictature fasciste basée sur la personnalité de Berlusconi, un lapsus qui veut dire beaucoup, mais de Mussolini. Mais donc, ceci pour vous dire que voilà, le contexte était différent. C'était un contexte, si l'on veut, oui, de misère, un peu comme celui qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, mais plus de cette misère, il y avait une violence qu'il n'y a pas aujourd'hui en Italie. L'Italie n'est plus une société violente, même si on regarde l'histoire de l'Italie, il y a eu les années de plomb, c'est-à-dire les années entre les années 70 et les années 80, les années 90 avec les révoltes de la mafia. L'Italie est un pays qui s'est vraiment caractérisé par la violence en politique, si on regarde son passé, mais là, ce n'est plus le cas. Et donc, ça, c'est la plus grande et la plus importante différence avec cette époque. Voilà. Très bien, merci beaucoup Grégorio. Alors, on va commencer par des questions. Je crois que le rappel était intéressant parce qu'il permet de replacer les choses dans le contexte historique déjà, voir s'il y a la continuité dans ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé en Italie dans les années 30. Et s'interroger également peut-être sur le contexte actuel. Donc, on va peut-être passer aux premières questions sur le sujet. Alors, peut-être avec Diana Laura, il y a des questions sur les causes, non? Qui veut commencer? Elle n'est pas là? Des questions sur quoi? C'était sur les causes, non? Sur les causes et les ressorts. OK. Donc, alors, est-ce que tu entends les questions, Gregorio? Non, il va falloir les relier, si possible. Parce que vous m'approchez. Bon, les étudiants vont se rapprocher et poser des questions. Alors, très bien. Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Du coup, la première question concernait les causes et les ressorts de l'avènement de ces partis, voilà, de ces partis au pouvoir. En fait, on se demandait si vraiment il y avait uniquement des causes sociales et peut-être d'autres causes auxquelles on n'aurait pas pensé, qui pourraient expliquer l'avènement de ces partis. Oui. Donc, on prend plusieurs questions ou on prend plusieurs questions? Oui, plusieurs questions, c'est le plus simple, je pense. Oui, d'autre part, lors des récentes élections, on a constaté un vote au deuxième tour, un vote pour le parti du coup de Marine Le Pen qui s'était présenté. Et on voulait savoir si c'était possible, comment dire, si on pouvait rapprocher les causes dont vous allez nous parler concernant l'Italie à celles de la Guadeloupe et peut-être de l'île de Saint-Barthélemy notamment. Je vais essayer. On en prend d'autres, Gregorio, on commence par cela. Très bien. Alors, je commence par la première. Alors, il y a encore quelque chose. Est-ce que vous me voyez? Vous voyez cette image? Oui, on te voit, oui. OK, très bien. Alors, juste pour vous dire, alors,
les causes sociales et économiques ne sont pas les seules. Attention, il y a une autre cause qui est fondamentale et qui a fait un peu la une des journaux en Italie, mais aussi en France, c'est-à-dire la cause de l'immigration. Et là, si vous me le permettez, j'ouvre une petite parenthèse, car c'est une parenthèse, selon moi, de taille, car ça permet de parler aussi d'une autre Italie, une Italie qui est un peu oubliée, mais une Italie qui, elle aussi, a fait la une, finalement, de l'actualité internationale. D'abord, juste pour vous dire, depuis la crise en Libye, depuis la guerre en Libye, vraiment, qui a eu son comble en 2015, par l'Italie sont passés de façon enregistrée 150 000 migrants. La vérité, c'est qu'il y a eu environ 11 millions de réfugiés syriens qui ont finalement choisi un nouveau sort en essayant d'aller vers l'Europe. Les nombres sont plus élevés que 150 000, mais en fait, en 2015, on a eu la conscience, la première fois, que l'enjeu de l'immigration était un enjeu fondamental à traiter au sein de l'Europe, mais aussi au sein de l'Italie. Ceci a été un premier moment fondamental qui a vraiment fait prendre conscience à l'Italie à quelle position elle allait devoir choisir. D'un côté, il y a eu la partie un peu plus à gauche qui prônait pour le fait de la solidarité, mais parfois une solidarité qui n'allait pas se concrétiser vraiment dans des réelles prises de position politiques et des actuations dans les politiques publiques. Et de l'autre côté, la droite qui a commencé à mener un discours très finalement en opposition des migrants, en allant jusqu'à refuser leur accès dans les ports, même en cas de crise humanitaire majeure. Donc, ceci est quelque chose d'important. Et dans ce contexte, il y a eu très récemment un événement qui a un peu choqué l'opinion publique italienne, qui est le cas de la mairie de Riace. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de cette mairie. C'est une mairie qui se trouve dans le sud de l'Italie. Vous voyez, l'Italie, c'est une botte, vraiment, c'est une botte. Et vraiment, dans la cheville de la botte, il y a la Calabre. La Calabre, c'est une région qui est réputée pour être très pauvre, la terre de l'exode italien où personne ne veut rester. De toute façon, il y a seulement l'Andrangheta qui est une organisation pieuse et il n'y a pas de futur pour les jeunes. Et au sein de cette région, il y avait un petit village que depuis 2010, depuis 2009 pour être précis, était devenu un peu un havre de paix, un havre d'espoir pour non seulement des Italiens, mais aussi pour beaucoup de migrants. En fait, en 2009, qu'est-ce qui s'était passé? Un maire un peu sui generis, c'est-à-dire particulier, est élu à la tête de la mairie de Riace. Il s'appelle Mimmo Lucano. Mimmo, en fait, ça signifie Antonio Lucano. Et cette personne, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le soutien de plusieurs organisations de la région, de l'Église catholique. Il va solliciter l'aide de la communauté de Riace qui avait émigré partout dans le monde. Il demande finalement d'avoir de l'argent pour créer un projet très particulier. C'est un projet d'inclusion sociale. Il va, tout au long de son mandat, il a eu plusieurs mandats, entre 2009 et 2018, il va essayer de former des migrants, il va essayer de leur donner des fonds pour ouvrir des petites boutiques, il va essayer de saner finalement l'économie locale qui était morte en créant une économie alternative basée vraiment sur des petits commerces, sur un petit, en fait, entre financement public et petite vie économique, il a réussi à faire un exploit. En fait, son modèle est un peu appelé dans le monde entier. En fait, il est repris comme l'exemple à suivre pour l'intégration des migrants. Il est invité à Munich, en Allemagne, où il fait un discours très important, où il est célébré comme étant un grand intellectuel, un grand homme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'en 2018 éclate un scandale qui est voulu en particulier par l'arrivée au pouvoir
de cette coalition 5 étoiles, Ligue du Nord. En fait, Ligue, pas Ligue du Nord, mais c'est les héritiers. Donc, la Ligue arrive au pouvoir. Quelqu'un, c'est-à-dire son secrétaire, Matteo Salvini, pardonnez-moi, je dois être partiel, mais c'est quand même une personne exécrable, donc je le dis. Donc, cette personne arrive au pouvoir, il est nommé ministre de l'Intérieur. Et ce ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il fait comme première mesure? Eh bien, il va bloquer les ports, il va faire en sorte qu'aucun navire de migrants puisse accoster en Italie. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à Riace, il va s'attaquer à Mimmo Lucano. Il fait en sorte de le faire tomber, il fait en sorte que, voilà, il y ait une enquête policière sur lui et on va découvrir en fait que pour réaliser cet exploit social, il avait octroyé des faux documents. Il avait passé au-delà des habilitations ou des refus d'asile politique de la Cour de cassation ou bien des différentes juridictions italiennes. Il avait fait des mariages blancs. En fait, il avait enfreint la loi plusieurs fois pour faire en sorte de prendre sur lui et donner finalement de l'espoir à beaucoup de personnes. Résultat, Mimmo Lucano en 2019 a été jugé, il a pris 10 ans de prison. Riace désormais est à nouveau une réalité désertique où personne ne veut vivre et il y a énormément de migrants qui sont retombés dans le réseau voilà, du marché noir, on ne sait pas où ils sont, il y en a nombreux qui sont tombés à nouveau dans la misère, d'autres dans la prostitution, il y a eu énormément de meurtres, de morts, donc en fait, il faut comprendre aussi que parfois, cet État italien est aussi victime finalement des jeux de pouvoir malhonnêtes qui se jouent au sein de son ensemble. C'est un pouvoir, l'État italien, en fait, qui est très, très machinal, très bureaucratique. Donc, on n'arrive pas, par exemple, à appliquer l'équité, même face à des situations patentes d'humanisation, finalement, de l'agir administratif. Donc, il y a des problématiques finalement trop grande pour cet État qui n'arrive pas à être géré de façon, j'ai envie de dire, intelligente. Donc, on en arrive à nouveau avec ce bras de fer entre la France et Meloni d'un côté, donc le nouveau gouvernement italien, pour savoir qui va prendre l'énième navire de migrants qui transportait 312 personnes. Donc, ils ont débarqué où dans le port le plus proche de Toulouse, je ne me rappelle plus. Mais j'ai envie de dire, c'est compliqué dans le sens, la question des migrants est aussi quelque chose qui impacte en particulier les États qui sont à la frontière méditerranéenne, des États très fragilisés comme l'Italie, la Grèce. L'Espagne a une politique beaucoup plus dure. L'Espagne arrive à commettre des meurtres ou créer des murs pour ne pas faire passer les migrants. Et j'ai envie de dire, c'est aussi une problématique qui doit être abordée du point de vue européen. L'Europe ne peut pas tout simplement se limiter à sanctionner ces pays-là quand ils ont fait voilà, des mauvaises politiques économiques, mais en fait, la problématique est tout à fait européenne et je pense que voilà, davantage d'efforts pourraient être faits dans ce sens et ça éviterait justement de donner beaucoup plus de pouvoir à tous ces partis xénophobes et finalement qui ont... Mais là, je rentre un peu dans l'idéologique, mais vous m'excuserez. Mais ceci pour dire qu'une autre Italie existe aussi. Les problématiques sont réelles, mais face à ces réelles problématiques qui sont l'inclusion sociale, qui sont les défis économiques, qui sont la migration, qui sont aussi, j'ai envie de dire, d'un autre côté, l'identité de cette Italie qui a été toujours assez brillante dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art. Finalement, c'est un peu perdu. Et tout ça, ce sont les enjeux actuels de l'Italie. Et donc, la deuxième question, j'espère d'avoir répondu à peu près. Oui, très bien. Bon. Mais la deuxième question, un rapprochement avec les élections françaises, donc en particulier, voilà, en particulier les résultats électoraux ici dans les Antilles, qui finalement ont opté aussi, eux aussi, la voie des partis anti-système. Mais comment ne pas voir un rapprochement? C'est même impossible de ne pas le voir. J'ai envie de dire,
ce n'est pas une nouveauté si le modèle finalement économique néolibéral, depuis les analystes du monde entier, déjà depuis les années 60, montrait ses limites et ses faiblesses, tant du niveau social, tant du niveau de l'environnement. Je pense que le mécontentement populaire face aux choix qui sont faits par les gouvernements finalement les plus ancrés finalement dans une ligne rationaliste, dans une ligne qu'on pourrait appeler de façon négative technocrate, le mécontentement face à cette ligne finalement amène les citoyens lors des élections de choisir finalement ceux qui se disent contre ce système, peu importe s'ils sont à gauche ou à droite. Et j'ai envie de dire, la même tendance est en Italie, la même tendance est en France, mais j'ai envie de dire, dans plein d'autres pays, c'est le cas. Et l'enjeu, là, je pense il est de taille, car je pense que ce décalage entre les désirs du peuple et l'offre politique, finalement, moi j'y vois dans la crise l'espoir, dans le sens il y a un appel vraiment très fort, je pense, de la population qui demande finalement à la politique de se renouveler pour proposer un autre dessin. Et je ne peux pas interpréter les choses autrement. Là, je parle dans le monde des idées, mais je me dis qui saura relever le défi? Est-ce que ça sera un nouveau parti européen, un nouveau parti mené par les jeunes? Est-ce que ça sera, je ne sais pas, une nouvelle idéologie qu'on ne connaît pas encore, qui pourra trouver son actuation? Mais en tout cas, le désir des peuples d'Europe, ou du moins de la France et de l'Italie, de cas que je connais bien, c'est là pour demander justement une alternative à ce jeu plutôt que se de réfugier dans les idéologies extrêmes. Voilà, c'est un peu mon opinion. J'essaie de la donner telle qu'elle. Donc, vous ne prendrez pas tout pour de l'évangile. Très bien. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, vous voulez vous rapprocher, peut-être? Il y a une autre question qui sera posée. Donc, le temps pour l'étudiante de se présenter. Est-ce là? Voilà. Oui. Bonjour, Laura Kirchner, Master 1SP, Sciences politiques. J'ai entendu qu'effectivement, il y a des programmes, plans de relance, résilience et plan national de résilience et relance, programme de Next Generation, et vous aviez été un peu sceptique par rapport à la dette publique italienne qui est un gouffre sans fin. Donc, effectivement, j'essaie justement de réfléchir. Je me dis, est-ce qu'il y a au moins dans l'actualité des mouvements au niveau des jeunes qui ont compris que finalement, il ne faudrait peut-être pas compter sur les aides de l'État et qu'il faudrait peut-être s'orienter vers des actions sans avoir à faire appel à la subvention, aux aides, aux programmes, sans avoir à compter justement sur ces aides-là, le financier, l'économie, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des mouvements de jeunes qui, justement, ont pris conscience de la situation et qui cherchent des solutions sans avoir à faire appel aux aides de l'État? Au moins, que la jeunesse italienne se mobilise, au moins pour elle-même. On a compris, les migrants ne sont pas les bienvenus, on ne veut pas d'eux qu'ils prennent la place des... Mais au moins, est-ce qu'au niveau des jeunes Italiens natifs, est-ce qu'il y a au moins cette action-là ou un mouvement qui se... dans l'actualité? Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est une question intéressante. En fait, ça me laisse à nouveau beaucoup de marge de manœuvre pour vous répondre. Alors, premièrement, dans le factuel, moi, je trouve qu'il y a un peu un baisser les bras. Il y a un peu un baisser les bras de la jeunesse italienne. En fait, j'ai l'impression que les jeunes, même les gens jusqu'à mon âge, moi j'ai 32 ans, beaucoup de gens, disons de 15 à 35 ans, en fait, les gens ne croient pas trop en fait, au fait qu'ils peuvent vraiment influencer ce jeu politique. Donc, il y a un peu un baisser les bras qui est généralisé, malheureusement. C'est un constat, c'est vraiment quelque chose
qui est une réalité. Beaucoup de jeunes essaient de s'impliquer, mais n'y croient pas. Après, ils partent. Il y en a d'autres qui vont renoncer à participer au système. Il y en a d'autres qui se sont battus avec toutes leurs énergies. Ils ont accédé à ce système. Finalement, c'est inégalitaire, c'est difficile à l'accès. Et du coup, ils défendent ce système. Donc, moi, je pense que en dépit du fait qu'il y a un réel besoin, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas un réel mouvement qui se structure, car il faut être aussi pragmatique. Moi, je pense que on a souvent en Italie les marches des jeunes pour le futur, Youth for Future. Voilà, on connaît bien le mouvement, on le voit souvent dans l'actualité, mais pour moi, le mouvement, au moins en Italie, il n'est pas crédible, il n'est pas structuré, il n'y a pas vraiment... en fait, je pense que les idées en politique, malheureusement, même les meilleures, si elles perdent tout l'ancrage finalement dans des actions concrètes, eh bien, elles restent dans un vide, elles tombent forcément dans une rhétorique sans fin et elles ne s'appliquent jamais. En fait, toutes les idées qui sont arrivées finalement à se structurer et à peser, que ce soit à travers un lobbying ou bien en prenant le guidon du gouvernement, eh bien, ils peuvent s'imposer, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Moi, je pense que le mouvement le plus digne d'attention, je pense, même si il y a eu des erreurs terribles qui ont été commises, même s'il y a eu des malversations, de la corruption au sein de ce mouvement, c'est les 5 étoiles. Je ne défends pas le mouvement des 5 étoiles, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée était bonne, à mon sens. Il voulait représenter la société italienne pour montrer que les gens ordinaires pouvaient aussi gérer l'État et pouvaient donner une autre vision. Le problème, ces gens-là, malheureusement, je pense, ils se sont la plupart du temps, ils se sont découverts peut-être moins bons gestionnaires de ce qu'ils pensaient. En fait, la bureaucratie italienne était trop compliquée pour eux. La facilité aussi de l'octroi de certaines charges, la facilité de la prise de décision, parfois, ça a eu énormément de dérives. Mais moi, je pense que il y a déjà une base. L'idée, c'est que l'Italie essaie justement de retrouver une assise, de partager un peu plus aussi le PIB de ce pays, partager un peu plus l'héritage culturel de ces pays, créer de l'inclusion. J'ai envie de dire, le désir est là. Que ce soit le mouvement 5 étoiles qui va réussir à emporter ce jeu, je ne le sais pas, mais c'est le seul que je vois un peu structuré. Donc, à mon sens, j'espère vraiment que les jeunes italiens puissent justement retrouver l'État qui est le leur, tu vois, avant que ce soit trop tard. Car il n'y a pas de secret. Toute la génération qui est au pouvoir aujourd'hui, on regarde le gouvernement, mais la moitié des membres du gouvernement ont déjà plus de 60 ans. Il y a juste 2 personnes qui ont 40 ans. Les autres ont tous 50 et 60 ans au gouvernement. Il y a Giorgia Meloni et il y a Matteo Salvini. Et les autres, ils sont tous d'une autre génération. Le problème, c'est quand cette génération ira à la retraite et quand cette génération aura besoin des jeunes pour payer leur retraite, tout simplement de façon très pragmatique, eh bien, une génération qui n'a pas pu accéder au système, eh bien, amène finalement, forcément, amène le pays dans des périodes sombres qui sont encore à venir. Donc, voilà, c'est ça, j'espère, mais voilà, j'espère d'avoir répondu à votre question. J'espère qu'il y ait une prise de conscience, un mouvement qui se forme ou bien un nouveau renouveau de certains mouvements. Mais pour l'instant, je me dois d'être un peu pessimiste en tant qu'analyste. Voilà. Pour l'heure, il n'y a pas vraiment d'alternative, c'est bien ça? Pour le moment, je ne pense pas. Oui. OK. Donc, une autre question d'un étudiant de Master 1. Bonjour. Bonjour. Étudiant M1 Sciences politiques. Alors, la question porte, j'aimerais savoir quel rôle joue la crise du COVID dans la poussée de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a, la crise a-t-elle un effet de cette poussée? Merci.
C'est une très bonne question, merci monsieur. Je pense que c'est une question tout à fait pertinente, en particulier pour le cas italien. En fait, l'Italie et les Italiens se sont pliés de façon très, très docile à toutes les mesures qui ont été prises, sauf des exceptions bon notables. Il y a eu à Naples des révoltes très fortes lors du premier confinement, lors de la vaccination. Mais j'ai envie de dire, comparé au cas français, ces révoltes-là ne sont pas aussi puissantes, je trouve. C'est ma perspective. Bien sûr, il y a eu des dissidences, bien sûr il y a eu finalement des prises de parole alternatives. Mais si je peux donner mon opinion en regardant le gros de la société italienne, c'est vraiment une société qui était paralysée par la peur, qui avait besoin justement de son gouvernement, besoin d'une action forte. Et je pense que les droites se sont rendues compte de ça de façon très claire. L'Italie voulait être commandée, voulait finalement une stabilité, une sûreté, une sécurité. Et c'est à ce moment-là, je pense, que la droite s'est dit très sérieusement, on va gagner. Et c'est pour ça que la campagne électorale de la droite a été très agressive et ça a marché partout. En fait, ils ont compris que l'électorat classique de gauche aussi, il n'en pouvait plus, il avait très peur. Tous ces gouvernements de gauche qui n'abordent pas la question sociale, du Parti démocratique, arrivé au pouvoir en 2016, après les 5 étoiles en 2018, eh bien, les Italiens avaient envie, à la limite, de retrouver finalement cette force, cette poignée dure qui les a menés voilà, jusqu'à la fin de la crise Covid. Et voilà, c'est un peu ce que je pense. Donc, selon moi, oui, c'est une très bonne question, car je ne l'avais pas vu avant, mais je pense que c'est tout à fait juste. Je pense tout à fait qu'il y a un rôle entre la crise du Covid et l'arrivée de la droite. OK, très bien. Gregorio, je pense que je voudrais compléter ces questions par deux autres questions. Oui. La première concerne la question du fascisme. Bon, la question a été abordée en partie, des réponses ont été apportées aussi, mais j'aimerais qu'on soit plus systématique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne puisse pas qualifier le gouvernement de Mme Meloni de fasciste? Quelles sont les différences fondamentales qui font qu'il n'y a pas il n'y a pas à confondre les deux, le fascisme de Mussolini et la droite extrême de Mme Meloni? Première question. La deuxième, c'est la question de l'extrême droite en France et en Italie. Une analyse comparative, si possible, M. Bianchini, on a deux femmes, Mme Meloni, l'autre en France, c'est Mme Le Pen. Qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les distingue? Est-ce que finalement, ce qui se passe en Italie n'est pas une préfiguration de ce qui pourrait se passer en France? Merci pour ces questions. Donc, je vais tout de suite m'attaquer à la première. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui vraiment systématiquement distingue le fascisme de matrice classique, donc le fascisme des années 20, 30 et après, tristement, vraiment la moitié des 30, 40, c'est une violence généralisée. En fait, le fascisme, à travers la violence, il s'est emparé de la société italienne. En fait, après cet exploit que je vous ai dit de la conquête du Parlement, qu'est-ce qu'il a fait, le fascisme? Il a essayé de monter en puissance idéologiquement. Donc, ce qu'il a fait, il a commencé à exploiter ce qu'il y avait à l'époque, les nouvelles technologies, la radio. De l'autre côté, la propagande s'est faite à travers le cinéma, mais pas seulement. Le fascisme avait compris qu'il fallait inclure la société, il fallait la rendre
absolument l'atome en fait de cet ensemble. Donc le fascisme a eu ça de vraiment cette idée brillante, et c'est grâce à ça aussi que le fascisme a pu endurer des choses terribles comme des très mauvais choix comme l'autarcie. Et en fait, grâce à cette union que le fascisme avait créée entre les Italiens allaient en vacances ensemble. Les Italiens se voyaient tous les jours pour faire la salutation au duce. Les Italiens faisaient du sport tous ensemble. Et en fait, c'était devenu une société très divisée, une société très classée, finalement, une société qui était réunie. Et les nostalgiques du fascisme, c'est à ça qu'ils regardent, en fait. Ils regardent encore une fois à cette société où finalement les personnes étaient un atome, elles faisaient partie de cette société fasciste où tout le monde participait. Alors, cette composante-là, moi, je ne la vois pas du tout. Moi, personnellement, je me sens pas du tout attiré par les idées prônées par la Meloni. Pour l'instant, il n'y a aucun projet dans ce genre de fédérer à la société italienne en faisant des idées fascistes. De l'autre côté, il n'y a pas de violence. Et après, si on veut rajouter à l'héritage fasciste aussi, si on veut, depuis que Mussolini a fait le traité Rome-Berlin, le pacte de l'axe Rome-Berlin, là, les choses ont vraiment dégénéré en fait. Si on regarde les commentaires de l'époque sur le fascisme, encore en 1936, on peut trouver dans les écrits historiques des analystes français, anglais, allemands qui disaient en fait que l'Italie était un exemple. Et même les Alliés, ils disaient que l'Italie s'était redressée, que ce fascisme finalement était si violent, mais voilà, c'était une parenthèse. Les choses changent vraiment depuis 1935-1936. L'Italie subit vraiment la pression de l'Allemagne. Mussolini se radicalise, il y a la votation des lois raciales, on commence à déporter les juifs, on commence à faire des choses exécrables. Et vraiment, ça devient vraiment aussi une Italie beaucoup plus guerrière, on essaie d'attraper à tout prix une place au soleil, on essaie de s'engager dans une guerre dont on n'a pas les moyens en 1940. Donc, en fait, c'est une Italie qui va complètement détruire aussi voilà, tout ce qui, le peu de stabilité, finalement, le peu d'identité qui s'était construit finalement dans cette période sombre. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la société n'est plus la société fasciste de l'époque. C'est un fait, quoi. Elle n'est pas si violente, et identitairement, elle ne subit pas autant le lavage du cerveau qu'à l'époque. J'ai envie de dire que Meloni soit fasciste, pour moi, c'est une évidence, bien sûr, c'est ses valeurs, c'est ça qu'elle a toujours défendu. Donc, d'ici là, est-ce qu'elle va réussir à défier le système parlementaire italien pour imposer de nouveau le fascisme? Non, elle ne va même pas tenter, elle ne va pas y arriver. Elle tient grâce à une coalition. Cette coalition, à tout moment, peut lui dire non, c'est fini. On ne gouverne plus. Le Parlement peut se révolter et c'est fini. Et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est impossible. Donc, j'ai envie de dire, comme le système italien a été construit de la Constitution de 1948, de tels excès sont impossibles. La Constitution a été étudiée pour ça. Donc, c'est le peu qu'on doit à cette constitution. Par exemple, en français, un constitutionnaliste très important comme Yves Mény, un politiste aussi, lui, il a dit que la constitution italienne était probablement la meilleure constitution qu'il y ait, d'après lui, comparée à celle française qui permet énormément d'excès et énormément de personnalisation du pouvoir. Et du coup, je me rattache à la question de la droite extrême entre l'Italie et la France. Et je pense qu'un gouvernement d'extrême droite en Italie n'est pas la même chose qu'avoir un président et un gouvernement et un parlement d'extrême droite en France. Je pense que ça n'aurait rien à voir, tout simplement, car l'équilibre des pouvoirs n'est pas le même. Donc, c'est plus dangereux en France, c'est ça? Absolument, absolument. J'en suis persuadé, mais à 100%. Justement, grâce au système politique français. C'est l'exploit aussi. On retrouve la stabilité sous De Gaulle, on peut impulser des politiques sociales, on peut aussi faire des dégâts, à l'occurrence, je pense. Donc, voilà, tout ça est à prendre en compte. Donc, quelle différence de l'autre côté entre Le Pen et Meloni? Bon, je pense
très concrètement, je pense qu'elles sont à peu près de la même tendance idéologique, même héritage. Peut-être, je pense que Le Pen, elle est un peu plus élitiste. Giorgia Meloni n'est pas la fille d'un grand politicien, de quelqu'un qui a été très célèbre. Finalement, elle venait des couches un peu populaires. Donc, quoi d'autre? Comment expliquer la position de Mélanie sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Apparemment, elle a une position qui surprend. Elle est apparemment plutôt pro-Ukraine, d'après ce que je crois. Oui, après, je pense que selon moi, c'est aussi son point de vue, c'est aussi son héritage. Moi, je pense que Meloni, en dépit, bon, je ne l'apprécie pas spécialement, mais je pense que c'est quelqu'un que socialement, elle s'est construit aussi un peu dans la précarité. C'est quelqu'un finalement qui s'est beaucoup battu, qui a retrouvé un peu son gain de peine dans les organisations politiques fascistes, néofascistes, mais voilà, elle venait d'une famille où le père était communiste, je ne sais pas, ils n'étaient pas spécialement cultivés en famille. C'était, je ne sais pas, je pense qu'elle a quand même cet esprit populaire des injustices. Je ne pense pas qu'elle a, même si, bien sûr, le désir d'une Italie autoritaire, d'une Italie un peu dans le modèle vraiment plutocratique, un peu, non pas plutocratique, mais vraiment gouverné par la force, par l'autorité, mais un peu dans le modèle de Poutine. Je pense que ça ne... J'ai envie de dire, le souci premier, selon moi, pour l'entourage de Meloni maintenant, c'est aussi surtout de s'assurer une stabilité avec les alliés, dans le sens, les attaques que l'Italie a subies finalement de la presse internationale, de l'opinion publique internationale, font peur. En fait, on a peur que de ça, on puisse avoir une ingérence étrangère ou des pressions finalement qui puisse faire tomber le gouvernement. Donc, je pense que l'idée, c'est essayons de garder la ligne aussi dans cette période de crise aussi qui a été voulue par Draghi, et c'est le plus important. Comme ça, nos alliés vont être en accord. C'est qu'on a vu très bien ce qui s'est passé dans le cas de... Je reviens un peu en arrière dans l'histoire, mais en 2011, en fait, quand Silvio Berlusconi tombe, en fait, il est obligé de démissionner à un moment donné où l'Italie rencontre vraiment une crise économique à son apogée. À ce moment-là, la pression internationale est très forte. En fait, les forces des différents pays européens, que ce soit la Commission européenne, les autres pays d'Europe, mais même les États-Unis, voyaient de très mauvais œil cette presque dictature de Berlusconi, qui avait le monopole presque de tous les médias et qui était toujours au centre de l'attention et qui finalement gouvernait un peu selon ses humeurs. Donc ça faisait peur aux investisseurs européens, aux investisseurs du monde entier, ça faisait peur aux politiciens. Ces pressions internationales ont fait en sorte de pousser le président de la République de l'époque, qui s'appelait Giorgio Napolitano, de sortir de son rôle. Il avait un rôle en fait un peu de notaire de la Constitution. Mais là, en fait, il va jouer le président de la République, un rôle véritablement politique. C'est quelque chose de nouveau. Ça faisait la dernière fois que c'était passé quelque chose comme ça, c'était peut-être en 1994, toujours pour Berlusconi. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Napolitano a vraiment fait des pressions très fortes en disant le jeu politique ne peut plus continuer. Berlusconi, vous devez vous démissionner. Et Berlusconi, il a été forcé de le faire. Et à ce moment-là, les Italiens ont vu nommer quelqu'un qui n'était même pas connu en Italie, qui s'appelait Mario Monti. Mario Monti avait été un universitaire, il avait été un ancien membre du FMI et il avait une vision très, très précise de ce qu'il fallait faire. Il fallait réduire les dépenses publiques à tout prix, il fallait réduire le poids de l'assurance sociale, il fallait assouplir
les difficiles conditions pour le licenciement des entreprises, il fallait augmenter l'impôt, il fallait réduire le nombre de fonctionnaires, il fallait rendre le système d'accès au concours plus difficile. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en fait, les pressions internationales pouvaient vraiment faire bousculer le pouvoir en Italie. Donc, la droite, qui a déjà vécu ça, Silvio Berlusconi, que je rappelle, n'est pas au gouvernement, mais de l'autre côté est encore là, qui dicte un peu les règles du jeu à ses ministres, au moins au ministre Forza Italia, peut-être pas à la Meloni, mais il a une influence certaine sur la vie politique italienne, prend ses précautions. Donc, il dit, attention, l'influence internationale, on doit la respecter. Donc, ça peut se lire de plusieurs façons. Je pense que quand on arrive à ce niveau, on est président du Conseil, c'est malheureusement aussi le parti qui décide pour nous. Je ne pense pas que ce soit aussi le vœu d'une seule personne. Je pense que ce soit l'entourage qui pousse à faire quelque chose. Donc, ça se rattache à ce que je disais, dédiabolisation, rassurer, ça fait partie de ça aussi. Voilà. Très bien, très bien. Alors, moi, j'ai encore une petite question, sauf si d'autres personnes voudraient. Alors, c'est une question qui a été abordée par un étudiant qui apparemment n'est pas là ce matin, ou une étudiante. C'est la question des migrants. Je reviens sur la question des migrants et de l'attitude de l'Italie vis-à-vis des migrants. Est-ce que là, il n'y a pas, sur le plan juridique, quelque chose à dire sur l'attitude de l'Italie? Est-ce qu'elle n'est pas... est-ce que finalement, elle ne transgresse pas la loi? Et deuxième chose, comment l'Europe peut agir à ce niveau-là? Est-ce que l'Europe peut sanctionner l'Italie quant à son attitude concernant les migrants? C'est des questions difficiles. Alors, la question des migrants, alors sur le plan juridique, très franchement, il y a une schizophrénie en Italie. L'Italie est schizophrène sur ce sujet, donc c'est un sujet vraiment qui mériterait une étude année par année pour voir comment ça évolue. Juste pour vous dire, le premier gouvernement Berlusconi, le premier qu'il y a eu, 1994, je reviens toujours à cette date car c'est très important, je pense, car ça a montré vraiment l'avènement d'une nouvelle Italie. Et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, il y avait une hostilité dans la société qui avait permis aussi à ce parti vraiment de tendance de droite d'arriver au pouvoir. Le problème, le gouvernement en place s'était vite rendu compte que les petites entreprises, les entrepreneurs italiens avaient besoin de la main-d'œuvre immigrée. À l'époque, il n'y avait pas tant d'Africains, en fait, il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas le grand nombre des immigrés, il y avait surtout des Albanais. Le cas des Albanais était très, très médiatisé. On disait que les Albanais étaient très violents, c'était un vrai danger. Mais de l'autre côté, les personnes venant de l'Est de l'Italie faisaient un peu partie de la main-d'œuvre à bon marché des grandes entreprises d'Italie. Donc, ce qu'on sait un peu moins, c'est que pendant cette année-là, il y a eu finalement énormément de légalisation, énormément de régularisation des situations de plein de personnes. Une tendance qui a fait son cours aussi après, à nouveau, dans le deuxième Berlusconi, les années 2000, quelque chose qui a été assez historique, je ne me rappelle plus la date exacte, mais le président Giorgio Napolitano, à un moment donné, avait octroyé la nationalité en bloc à énormément de personnes qui étaient nées en Italie à une période donnée. En fait, il avait appliqué le ius soli, ce qui ne se faisait pas tout le temps, en fait, en Italie. Donc, la question dans le plan juridique change énormément, c'est que c'est trop lié à la politique, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon calme. C'est vraiment l'enjeu chaud du sujet. Tout le monde s'attaque à sa politique migratoire. En 2018, je vous disais, quand Matteo Salvini devient président de l'Intérieur, il devient ministre de l'Intérieur. Et là, je vous dis, ça change énormément. La situation devient tout de suite très tendue. On fait en sorte de rendre la vie difficile aux migrants. On fait la chasse aux sorcières.
Donc, vous voyez comment la situation change énormément. Mais moi, je pense que la question européenne est très importante, car pour l'Europe, c'est souvent le plus simple, c'est de sanctionner en disant, vous avez fait ça, on va vous donner des sanctions, en utilisant finalement un masque technocratique, bureaucratique. Mais finalement, en faisant ça, elle ne fait qu'utiliser la même réponse appliquée par l'Italie, finalement, devant ces pauvres personnes qui essaient juste de construire un minimum de futur pour eux. Donc, moi, je pense que là, la question de la migration pourrait vraiment engendrer un renouveau aussi de l'Union européenne. C'est un terme qui devient à la mode, mais je pense, mais tant mieux. On parle souvent de réhumaniser. On dit on va réhumaniser l'université, on va réhumaniser l'école, on va réhumaniser même l'État. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, l'État n'est comme appareil monolithique pour finalement, historiquement peut-être, pour permettre aux grandes nations de se glorifier, de glorifier le royaume, la plupart du temps en faisant la guerre à d'autres États. Mais il pourrait aussi devenir un outil pour le développement finalement du bien-être humain sur Terre. Là, je deviens un peu idéaliste dans mes propos, mais j'ai envie de dire l'Europe pourrait choisir justement de s'humaniser davantage, comme ça a été le cas, je ne me rappelle plus en quelle année, c'était peut-être assez récent, c'était peut-être 2019 ou on a... Non, c'était avant, c'était 2016, 2017, j'ai un doute. Mais en fait, le moment où on a pris conscience que la crise syrienne était trop grande et il fallait se partager le fardeau des arrivées entre les différents pays. Donc, il y a eu finalement la chancelière allemande Merkel qui avait fait un peu un coup de théâtre en changeant au dernier moment la situation de l'Allemagne qui semblait intransigeante finalement vers une politique plus d'accueil. Donc, j'ai envie de dire, des efforts ont été déjà faits. Et il faudrait réétudier la problématique, je pense. Non? Il faudrait que l'Europe essaie de sortir un peu de ses bases si strictes pour aussi avoir un futur. Non? Je pense que c'est... beaucoup de gens ne vont pas voter aux élections européennes. J'ai l'impression que fermer les yeux sur ce point, c'est catastrophique pour le niveau de légitimation du Parlement et de la Commission européenne. Voilà. Très bien, très bien. Alors, Julien, est-ce qu'il y a des questions de ton côté ou est-ce que parmi les personnes qui sont sur le Zoom, est-ce qu'il y a des questions Alors, moi, d'abord, trois questions. La première, c'est par rapport à l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Italie ne risque-t-elle pas d'évoluer vers un Itaxique, pour en parler de Brexit, si vous voulez, bon, Italique, donc une sortie de l'Europe compte tenu des contraintes que cela pourrait poser? C'est la première question. La deuxième question sous le net, c'est est-ce que, bon, finalement, l'Europe ne revient pas à ses vieux démons, en quelque sorte? Et la troisième question, qui rejoint un peu la première, est-ce que le cas italien, c'est une exception? Est-ce que c'est une simple exception ou est-ce que, bon, on peut dire qu'aujourd'hui, ce ne serait pas une tendance généralisée? Alors, je reprends la première, c'est sur l'Europe, et la deuxième, c'est sur vraiment la question de savoir est-ce que, bon, aujourd'hui, le cas italien, c'est un cas particulier ou est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance en Italie et dans le monde à évoluer vers cette forme de populisme? Merci. Un instant, je dois juste marquer quelque chose. Voilà. Alors, déjà, moi, je pense très franchement que l'Italie a trop investi dans l'Europe pour envisager seulement d'en sortir. Le seul parti qui parlait d'en sortir, c'était la Ligue. La Ligue, à un moment donné, avait trouvé ça, en fait, défendre la cause eurosceptique, même la sortie d'Europe. Mais en fait, vous devez voir aussi les jeux de pouvoir. En réalité, la critique à l'Europe est devenue, nombreuses études l'ont démontré, la possibilité de critiquer l'Europe pour avoir davantage de fonds, avoir davantage de ressources de cette Europe, en fait. Plaider justement contre cette Europe technocratique pour l'affaiblir, ça signifie avoir un retour à des retombées économiques. Ce n'est pas pour rien que l'Italie, finalement,
a obtenu tout cet argent. En fait, l'Italie s'est montrée plus docile vis-à-vis de l'Europe et du coup, on a essayé de faire des pas vis-à-vis de cette Italie en difficulté. De l'autre côté, l'Italie a énormément investi pour entrer dans l'Europe, par exemple. L'Italie, on l'a un peu oublié, mais l'Italie a dû faire des sacrifices énormes. On a renoncé aussi à la justice sociale, peut-être aujourd'hui, car à l'époque, on a dû à tout prix réduire les indicateurs qui nous handicapaient, mais qui faisaient aussi la force de mon pays. Donc, on a dû en fait recentrer toute une partie de l'économie qui était dans le système un peu du noir, finalement, qui faisait vivre énormément de foyers de façon un peu, voilà, un peu particulière, mais qui assurait quand même une stabilité au reste de l'ensemble pour entrer et s'uniformer de plus en plus à l'Europe. On a dû faire un gros travail pour réduire notre inflation, pour s'uniformer aux monnaies puissantes des autres pays. Ceci a été un handicap dans l'exportation de nos biens manufacturés, qui tout à coup étaient moins compétitifs, beaucoup plus chers. Mais en fait, ça a été très difficile pour l'Italie de rejoindre l'Europe. Ça a été quelque chose de titanesque. Mais si j'ouvre aussi cette parenthèse, je ne vais jamais terminer. En plus, c'est une parenthèse compliquée aussi. L'Italie, elle rejoint la communauté européenne dès tout de suite. Le traité de Rome porte ce nom, traité de Rome. Ce n'est pas quelque chose qui est vidé de sens. Dans cette inscription, dans ce nom, le traité qui fonde la communauté européenne, vraiment, c'est très symbolique. Les Italiens sont extrêmement attachés à l'Europe, mais aussi ils ne veulent pas avoir un rôle de seconde puissance en Europe. Pour les Italiens, c'est fondamental de retrouver plutôt une ligne un peu dominante face à une Europe de plus en plus large. Moi, je suis persuadé que les leaders italiens ne veulent que ça, ne veulent que retrouver un peu un leadership qui a été vraiment trop, aux yeux des Italiens, accaparé par l'Allemagne et l'alliance franco-allemande. Donc, voilà, ça c'est ce que je pense. Donc, pour moi, la sortie de l'Europe, c'est même pas envisageable. Je ne pense pas, d'autant plus que le plan de relance, c'est l'Europe qui nous le finance. Donc, si on va dire non à ça, je ne pense pas qu'on puisse continuer. Donc, voilà, c'était très pragmatique aussi. Mais de l'autre côté, est-ce que l'Italie ne serait pas juste l'air du temps, ne serait pas juste le fruit de l'air du temps? Finalement, toute l'Italie, toute l'Europe sombre à nouveau finalement dans des extrêmes. Mais j'ai envie de dire, mais oui, tout à fait, l'Italie est peut-être la cousine de la France. Je simplifie, mais parfois les simplifications font comprendre. Et les cousins de l'autre côté des Alpes, finalement, n'ont pas une culture politique qui est si différente. Car en fait, il s'agit pour tous les deux de peuples très anciens. L'Italie, c'est une nation nouvelle. Vraiment, on a fêté les 150 ans de l'Italie dans une période noire. C'était 2011, car l'Italie, elle a été faite en 1861. Officiellement, c'est notre date, la date de l'unification. Donc, un pays jeune, vraiment un peu plus que 150 ans. Mais de l'autre côté, une nation très vieille. Comme c'est le cas de la France. Et la culture politique, peu importe qu'on y croit ou pas, mais la culture politique est l'élément le plus fondamental pour essayer de comprendre et aussi éventuellement de faire des prédictions sur l'avenir. Donc, je pense que cette culture politique européenne, elle est plus uniforme de ce qu'on puisse penser. Et c'est pour ça aussi que je reste positif sur les éventuelles évolutions de cette politique. Mais oui, pour moi, l'Italie n'est pas une exception parmi d'autres, absolument pas. Il y a eu énormément de partis d'extrême qui sont arrivés au pouvoir. En Allemagne, par exemple, on le cache presque de l'opinion publique, car personne ne parlait mal de l'Allemagne aujourd'hui. Mais l'AfD, qu'est-ce que c'est? C'est un parti nazi. L'AfD est au Parlement. Voilà, ça ne choque personne, et pourtant ça devrait. Donc, j'ai envie de dire, c'est l'air du temps. L'Italie n'est pas une exception. L'Italie n'envisage pas de sortir de l'Europe. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Zoom? D'autres personnes qui veulent poser des questions? Non, mais j'ai sa tête là. Non? Il y a quelqu'un
qui parle, soit pour poser une question, peut-être pour fermer son micro si ce n'est pas le cas. Une question? Bon, apparemment non. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions dans la salle sur le Zoom et sur Facebook, on va peut-être remercier Gregorio Bianchini pour cette intervention sur l'Italie. On a appris beaucoup de choses. Donc pas de questions? Ça va? Bien. Donc alors, Gregorio, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous de votre écoute. Voilà, merci. Donc encore une conclusion, on se laisse le mot de la conclusion, Gregorio. Mais le mot de la conclusion est simple. Moi, j'invite tous ces jeunes politiciens, experts de la politique, à aussi faire en sorte, avec leurs idées et leurs actions, d'inspirer un monde meilleur. On est des politistes, mais moi, je souhaite qu'on soit des politistes un peu engagés aussi, ou du moins sur l'éclaircissement pour les autres d'une réalité, mais faisons-le au mieux et je pense que ça aura des fruits. Donc voilà, beaucoup de courage à vous pour la suite de votre carrière. Juste ça. Merci beaucoup, Gregorio, et Merci. merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Donc, Julien, avec le Facebook du COECA, les étudiants qui étaient présents dans la salle avec moi et puis ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup et au prochain webinaire du CAGI. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.